Merci d'être là. Je me présente rapidement. Emmanuel Laroche. Alors, je travaille chez Airbus et je suis directeur adjoint de la communication de l'Institut du numérique responsable. Airbus est adhérent de l'INR. La présentation que je fais aujourd'hui est vraiment dans le cadre de l'INR. Ça n'engage pas Airbus, ça n'engage moi, ça engage l'INR, c'est pas Airbus. Je travaille sur ce sujet-là depuis 4 ans et demi. Auparavant, j'ai fait 12 ans vraiment sur la partie avion. Puis en 2014, j'ai souhaité travailler plus sur les sujets énergétiques, qui correspondait d'ailleurs à ma formation initiale. Et j'étais responsable de l'énergie pendant 4 ans et demi sur les projets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, et puis des projets de plus pratico-pratiques de facturation, etc., sur la sécurisation des approvisionnements d'énergie. Et en début 2019, j'ai rejoint la direction informatique pour travailler sur le sujet, donc on appelle numérique responsable en français, mais traduction est pas terrible. Sustainable IT en anglais, sachant que l'avantage de parler de sustainability, c'est que c'est clairement défini par les Nations Unies. Alors que responsable, c'est assez vague, voilà, c'est plus une notion juridique qu'autre chose. Alors, bon, malgré tout, l'Institut du numérique responsable s'appelle comme ça, et c'est quand même le terme qu'on utilise le plus en France. Si je dois donner une définition à ce numérique responsable, je dirais que c'est la convergence des deux transitions majeures du siècle que nous sommes en train de vivre. La transition digitale, je n'ai pas besoin d'insister, c'est bon, on la vit suffisamment au quotidien dans notre vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Et puis la transition environnementale et énergétique, elle considère que on la vit pas du tout à la même vitesse, et pas avec la même profondeur que la première. Donc à la convergence de ces deux transitions, on peut espérer un futur souhaitable et soutenable pour le numérique. Il reste encore à l'inventer, sachant que son but est de rendre les business models des entreprises et du secteur numérique plus résilients. Alors, quelques chiffres. Alors, je suis désolé, là, du passage de Google au PDF, il y a quelques icônes qui ont été perdues, mais ce n'est pas très grave. Sur les impacts environnementaux, quelques chiffres qui sont confirmés par 2 études indépendantes et qui ne sont pas aujourd'hui remises en question. 4% des gaz à effet de serre émis par les êtres humains sont imputables au numérique. Vous trouverez des chiffres contradictoires qui sont plus faibles, mais qui en général ne prennent en compte que la consommation énergétique des systèmes, c'est-à-dire les data centers, le réseau, les terminaux. Ils ne prennent pas en compte le cycle de vie, la fabrication des équipements pour alimenter tout ça. Si on prend en compte le cycle de vie, on est à 4% et en plus, c'est en croissance de 6 à 8% par an. Et ces chiffres-là datent de 2018-2019 avec des inventaires qui étaient plutôt sur 2017. Donc on a certainement largement dépassé ça depuis. C'est l'ordre de grandeur de l'aviation civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on communique sur 2,5% du CO2 via l'association ATAG, mais je rappellerai que le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre, il y a aussi d'autres effets à prendre en compte, et il y a des effets non CO2 comme les traînées de condensation. Donc voilà, ça ne se quantifie pas en gaz à effet de serre, là ça se quantifie dans d'autres unités, mais ça contribue au réchauffement climatique aussi. En termes de consommation, donc si on regarde juste la consommation énergétique du numérique, c'est 10% de l'électricité mondiale qui est dédié aux data centers, aux réseaux, aux terminaux. Et ça a été en croissance très forte, exponentielle. On va voir ça. Aujourd'hui, il y a une pression très forte mise sur les entreprises de la part des salariés en interne. Il y a des associations qui se créent au sein d'Orange, au sein d'EDF, au sein d'Airbus, de personnes qui sont préoccupées là-dessus et qui ont compris que la soutenabilité de la boîte, c'était la soutenabilité de leur job. Et que si la boîte n'est pas soutenable, leur job ne le sera pas plus. Donc il y a une pression des salariés, il y a une pression des jeunes embauchés. Je n'ai pas besoin de revenir avec l'engagement pour un réveil écologique, où un tiers de la promo de Polytechnique en 2018 s'était engagé par écrit, en signant, à ne pas rentrer dans un groupe qui n'aurait pas une stratégie carbone convaincante. Donc, il faut la stratégie, et 2, il faut qu'elle soit convaincante selon leurs critères. Alors c'est qu'un tiers, mais voilà, c'est quand même un tiers, et puis depuis, ça a eu un certain succès quand même. Et puis il y a une pression forte des actionnaires. Ça, c'est moins évident. Alors pourquoi ? J'ai pris juste un exemple ici. Vous ne connaissez pas forcément cette entreprise, Pacific Gas and Electricity Company. C'est l'équivalent d'EDF, mais en Californie. Donc, ils alimentent la Silicon Valley en électricité. L'électricité, le vecteur énergétique sur lequel tout le monde compte pour décarboner son activité. L'aéronautique en rêve, le secteur automobile, il va à une vitesse qui est discutable. Avec certains freins.
Eux, ils sont déjà sur l'électricité. Ils alimentent la Silicon Valley avec une croissance à 2 chiffres. Donc on peut se dire, leur avenir est tout tracé, ils sont tranquilles. En fin 2018, ils ont été responsables des incendies de Paradise. Alors, ils n'étaient pas responsables du fait que les bosquets n'étaient pas nettoyés. Ils n'étaient pas responsables du fait qu'il y avait eu 6 mois de sécheresse en Californie où il n'y avait pas du tout plu. Par contre, ils étaétaient responsables des premiers arcs électriques qui sont déclenchés au niveau des transformateurs, parce que les transformateurs n'avaient pas été dimensionnés pour les températures qu'il y avait. Et 86 morts, plusieurs milliers de maisons brûlées. Conséquence financière de ce désastre, c'était leur chiffre d'affaires annuel. Donc leur assurance a totalement disparu. Et eux, ils ont pris 18 mois de banqueroute. Donc vous voyez très bien sur le cours de l'action l'effet de cette catastrophe. 18 mois de banqueroute, ils n'ont pas disparu. Ils auraient pu. Leur assurance a disparu. Et puis vous voyez l'effet sur le cours de l'action. Donc ça, c'est exactement ce que les actionnaires redoutent et qui s'est déjà produit. Puis après, il y a aussi des risques pour l'image de marque. Si on retrouve vos PC dans une décharge en Inde et que ça fait un documentaire un dimanche soir sur Capital, pas sûr que ça soit très bon pour l'image de marque. Or, on va voir que la question des déchets électroniques est prépondérante. Alors ça, c'est un cas particulier. Si on prend un petit peu plus de recul, tous les ans, en janvier, le World Economic Forum à Davos publie son rapport sur les principaux risques pour l'économie mondiale. Alors là, j'ai repris une planche qui date un petit peu, c'est la planche de janvier 2020. Je la trouve très intéressante. Je ne vais pas vous faire le détail de tous les risques qui sont mentionnés, on va juste regarder les 9 premiers qui sont ici. Sur les 9 premiers, il y en a 6 qui sont environnementaux, parce que je considère que la crise sur l'eau, c'est encore environnemental. Il y en a 2 qui sont relatifs à l'informatique. Alors l'évaluation du risque, c'est fait en probabilité. Plus je suis ici, plus c'est probable. Et en termes d'impact pour l'économie mondiale, plus je suis haut, plus ça impacte. Donc vous voyez les 9 premiers. Il y en a 6 environnementaux, 2 relatifs à l'informatique, effondrement de l'infrastructure, cyberattaque massive. Et puis il y en a une 9e là, qui est plus bas en termes de probabilité, en termes d'impact, sont les maladies infectieuses. On est en janvier 2020. Quelques semaines plus tard, on a une illustration avec le Covid. Mais c'est juste une illustration. La nature est très créative. Elle peut nous inventer plein d'autres maladies infectieuses. Ça, c'était en janvier 2020. Tous les ans, il y a une mise à jour. Donc la mise à jour de 2022 et celle de 2023 sont intéressantes parce que là, ils ont fait une distinction entre le court terme, 0 à 2 ans, et puis le moyen terme, à 10 ans. Alors, je parle de moyen terme parce qu'eux l'appellent long terme, mais le long terme, pour moi, c'est plus le long terme du GIEC qui va se projeter à 2050 et 2100. En termes économiques, au-delà de 10 ans, ils ne savent pas faire. Donc on voit quand même qu'à 10 ans, si je prends les principaux risques, parce que là, c'est un risque humain sur le fait qu'il y ait des migrations involontaires, mais elles sont clairement liées aux risques environnementaux. Donc les risques environnementaux deviennent prépondérants pour l'économie mondiale. Je ne vais pas développer plus. Si vous voulez en savoir plus sur ces risques-là, je vous invite à suivre une fresque du climat. Alors j'ai vu que les journalistes de CNews apparemment découvrent qu'il existe une fresque du climat, sachant qu'il y a quand même 1 million de personnes qui l'ont fait. Bon voilà, c'est quand même surprenant qu'on découvre ça. Mais voilà, ça a commencé vers 2019 et plus d'1 million de personnes l'ont fait. Elle est traduite en 35 langues. Donc quelle que soit la langue que vous parlez, vous pouvez la suivre. Et c'est très pertinent. En 3 heures, vous aurez vraiment un très bel aperçu des causes et des conséquences du changement climatique. Je ne développe pas plus, on va focaliser plus sur le numérique, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que le numérique est spécifique par rapport à certains secteurs économiques. Quand on prend en compte les impacts sur le critère réchauffement climatique, beaucoup d'entreprises ont comme impact majeur ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire la chaîne de valeur complète et pas uniquement leur consommation énergétique. Donc ça va être le cas du secteur automobile, ça va être le cas de l'aéronautique. 98% de l'impact, il est dans le fait qu'on utilise l'avion, qu'on utilise la voiture, et ce n'est pas tellement la fabrication. Dans le secteur du numérique, c'est le contraire. C'est vraiment la fabrication des équipements qui impacte le plus. Et plus précisément, ce n'est pas la fabrication elle-même, c'est l'extraction des ressources pour fabriquer. Donc même si je ramenais la fabrication des puces électroniques, des équipements en Europe, tant que les mines ne sont pas revenues en Europe, l'impact il sera là. Et puis que je ramène les mines en Europe, quelque chose me dit que les impacts seront quand même assez similaires. Donc le gros de l'impact, c'est les mines pour avoir la matière première pour fabriquer les équipements. Ça, c'est pour le début du cycle de vie. Et puis après, il y a la fin du cycle de vie où 80% des déchets électroniques qui sont générés par les pays riches de l'OCDE vont alimenter un trafic international. Et vont finir leur vie au Ghana, au Nigeria, en Asie du Sud-Est, en transgressant totalement la convention de Bâle sur les déchets dangereux. Et les déchets électroniques font partie des déchets dangereux. 2000 substances chimiques dans un PC comme ceci. C'est illégal, mais c'est très lucratif. Donc Interpol confirme ces chiffres-là.
Notre ancienne ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, parlait plus de 60% pour la France. Bon, on est peut-être un petit peu meilleur que les autres, mais bon, à discuter. Puis 60% par rapport à 70%, c'est quand même pas spécialement glorieux. Et donc voilà les conditions dans lesquelles ça va être, entre guillemets, recyclé. C'est-à-dire que vous imaginez bien que les moyens pour faire fondre les différents métaux, quand on brûle avec des pneus, on va récupérer les métaux qui fondent vraiment à basse température, l'argent, l'étain, le cuivre. On ne va pas aller récupérer les métaux plus précieux. Donc ces chiffres-là sont confirmés, puis c'est facile à confirmer. Il y avait un documentaire qui s'appelait Déchets électroniques, le grand détournement, qui est disponible sur YouTube, qui était sur France 5 en 2019. Qu'est-ce qu'ont fait les journalistes? Ils ont pris un panel de déchets électroniques, ils ont mis des trackers GPS dedans, ils ont mis ça sur la route, sur la voie publique, 1 heure avant le passage des encombrants, et puis ils ont juste regardé où est-ce qu'ils perdaient le signal. Et donc dans 7 cas sur 10, ils perdent le signal dans un des pays du Sud. Dans 3 cas sur 10, ça va rester en France. Mais sur ces 3 cas, il y en a un où ça va partir en incinération, c'est illégal. Un où ça va partir en centre d'enfouissement, c'est illégal. Et dans un cas sur 10, c'est correctement collecté et potentiellement recyclé. Bon, pour confirmer ces chiffres d'impact, j'ai pris ici une analyse cycle de vie qui a été faite pour l'ADEME sur différents équipements, plus que l'IT, mais il y avait un focus spécifique sur l'informatique. Vous voyez là donc les différents équipements qui ont été considérés, tout ce qui est écran, qui est clairement ce qui impacte le plus avec des grandes télés, les PC, donc les ordinateurs, là aussi les écrans, les tablettes, les smartphones, etc. Un point important, c'est que c'est tout l'équipement, ce n'est pas ramené au kilo d'équipement. Parce que si je ramenais à l'unité de poids, les smartphones pèseraient beaucoup plus fort. Et vous voyez en bleu la partie du cycle de vie qui est l'extraction des ressources premières, donc vraiment la partie mine. Ensuite, on a le transport des matières premières, le raffinage, l'assemblage qui est en bleu ciel, on le distingue à peine. L'utilisation qui peut être importante pour certains équipements, par exemple les équipements réseau. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne H24, 365 jours par an, que ça soit utilisé ou pas. Que j'utilise la bande passante ou pas, mon routeur il consomme à peu près pareil. Donc ça fait partie des enjeux sur le réseau, d'arriver à réduire ces parties-là en disant ce serait bien que ça consomme que quand ça sert. Donc ça, c'était juste une illustration pour montrer que ces chiffres ne sont pas n'importe quoi. Alors c'est quand même spécifique à la France parce qu'on a un mix électrique qui est déjà décarboné, donc la partie utilisation va moins se voir. Mais si je fais la même chose sur des analyses cycle de vie, par exemple en Corée du Sud, j'ai des exemples, on voit quand même que la partie extraction des ressources est prépondérante, et même avec le mix électrique allemand, qui est certes moins bon que la France, ça ne changerait pas énormément ça, parce que la partie extraction écrase tout le reste. Alors je vous disais, à la convergence des deux transitions, il y a un futur souhaitable. Il y a aussi des conflits d'usage. Alors conflits d'usage sur la consommation d'électricité elle-même, je vous disais, évolution exponentielle de la consommation pour alimenter le réseau, etc. Ça, ce sont des prévisions qui ont été faites en 2008. Et quand je vous parlais de 10% de l'électricité mondiale autour de 2018, on est là, ça colle exactement 2000-2500 TWh pour l'électricité, c'était exactement les 10% de l'électricité mondiale. Donc comme la première partie de la courbe a été quand même très bien respectée, on peut se dire que la deuxième partie va l'être aussi, et si on se projette à 2025, on ne tardera pas à avoir les chiffres, on va dépasser les 4500, 5000 TWh, donc ce qui veut dire que par rapport à la situation de 2018, on va avoir doublé. Donc ça double à peu près tous les 7 ans. Bien évidemment que tout le monde veut de l'électricité. Et on ne peut pas supporter quelque chose où tout le monde, enfin tous les secteurs font de l'efficacité énergétique pour réduire la consommation des moteurs électriques, avec du brushless, avec des aimants permanents, etc. Où on va avoir de l'éclairage LED, où on arrive à diviser par 4 à peu près la consommation par rapport à des solutions comme celle-ci. Tout le monde fait des efforts, et tous ces efforts sont compensés par le glouton numérique. Donc, voilà. Conflit d'usage sur l'électricité, conflit d'usage sur l'eau. Je vais l'illustrer avec la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Là aussi, comme PG&E, tout le monde ne connaît pas cette entreprise. Par contre, 2021, on a commencé à bien la connaître. Printemps 2021, sécheresse sans précédent à Taïwan. Conséquence de cette sécheresse, les autorités ont dû choisir. Soit j'alimente les populations en eau, qu'elles puissent se laver. En contexte Covid, on se dit que c'est peut-être une bonne idée de maintenir un peu d'hygiène. Qu'elles puissent avoir de l'eau pour faire bouillir la casserole. Ça paraît pas mal aussi de pouvoir se nourrir. Qu'on puisse avoir quelque chose à mettre dans la casserole. Donc c'est pas mal d'alimenter l'agriculture aussi en eau. Et puis on s'est dit, bah ouais, alors, fabrication des puces électroniques, bah, peut-être qu'on va aller réduire un petit peu là, tant pis pour les exports, parce que sinon les populations, pas sûr qu'elles acceptent la situation.
Donc Taïwan a dû dire à TSMC, vous réduisez la production. Conséquence, à l'autre bout de la planète, Peugeot n'était plus capable de sortir ses véhicules. Airbus ne recevait plus ses PC, plus capable de faire le renouvellement des PC. Alors la sécheresse s'est stoppée. Par contre, la crise qui a été créée sur les puces électroniques s'est même étendue aux autres composants. Et bon, il semblerait qu'on en sorte maintenant, mais ça s'est quand même étendu longtemps. Et encore, je mets un gros conditionnel sur le fait qu'on en sorte. Puis, il n'est pas nécessaire de partir à l'autre bout de la planète pour illustrer les conflits sur l'eau, parce que ces conflits sur l'eau sont couplés avec la consommation électrique. Et je vais juste l'illustrer avec la France. Nos centrales nucléaires consomment beaucoup d'eau pour le refroidissement. Donc vous avez tous en tête les tours de refroidissement avec la vapeur qui s'échappe, qui fait un gros nuage de vapeur. De plus en plus, c'est en circuit fermé, donc on voit de moins en moins ces nuages-là, mais pour autant, on prélève de l'eau qu'on réchauffe pour pouvoir refroidir la centrale. Et ce serait exactement la même chose avec une centrale à charbon. La tour de refroidissement, elle est pareille. Donc, et d'ailleurs, en France, on est obligé d'arrêter les centrales nucléaires. Golfech, qui est près de Toulouse, en aval de la Garonne, tous les ans, elle est arrêtée au moins 15 jours parce qu'on réchauffe de plus d'1 degré la Garonne entre l'amont et l'aval de la centrale, et c'est interdit. Après, ça impacte la biodiversité derrière. Donc, conflit d'usage couplé sur les deux, et sur le Rhône, on a pu voir aussi ces conflits d'usage là qui s'illustrent bien. Sur les ressources minérales, je vais prendre un exemple sur les terres rares parce qu'on entend beaucoup parler des terres rares. C'est peut-être pas d'ailleurs le principal problème. Les terres rares sont tout sauf rares. Vous avez des terres rares dans votre jardin. Simplement, si vous voulez récupérer quelques grammes de terres rares, il va falloir ravager tout votre jardin. Et le problème, c'est que ce ne sera pas rentable. Si on veut que ce soit rentable, il faut aller chercher à l'endroit où la concentration est suffisante. Et le problème, c'est que des endroits où la concentration est suffisante, il n'y en a pas tant que ça. Donc elles sont très largement distribuées, mais pas forcément dans la concentration qui permet de les exploiter. Exemple de terres rares, il y a le néodyme, le praséodyme, qui permet d'avoir les tout petits aimants permanents. Ces aimants-là qui sont super puissants, qui n'existaient pas quand j'étais gamin. Par contre, là, mes enfants, ils jouent avec ça. Je fais un petit peu attention d'ailleurs. Ces aimants permanents vont permettre d'avoir des moteurs électriques qui vont moins consommer parce qu'on a des paliers magnétiques et donc ça remplace les roulements à billes et ça permet d'avoir moins de friction. On va retrouver ça sur les génératrices, donc sur les éoliennes en offshore principalement, mais c'est 5% des éoliennes. On va retrouver ces aimants permanents. Et puis dans nos disques durs rotatifs, on a ces aimants permanents. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'aujourd'hui, on disait la mémoire SSD sera meilleure que la HDD. En termes de durée de vie, ça ne semble pas du tout être le cas. Et en termes d'impact environnemental, c'est la surprise des 2 dernières années, c'est que non, ça ne semble pas si meilleur que ça. Donc, conflit d'usage entre réduire la consommation électrique, efficacité énergétique, approvisionner le réseau en énergie renouvelable, et puis alimenter le secteur IT. Et je peux l'illustrer avec d'autres métaux, qui ne sont pas des terres rares, mais qui sont ce qu'on appelle les petits métaux, comme le gallium et l'indium, qui sont utilisés dans toutes les applications optroniques. Si vous avez un écran tactile sur votre smartphone, c'est en grande partie grâce à l'indium. Le gallium et l'indium sont utilisés dès qu'il y a de la fibre. Au début et à la fin de la communication par fibre, vous avez du gallium et de l'indium. Et puis, c'est utilisé dans quelques technologies photovoltaïques pour des applications spatiales. Autant vous dire qu'une fois que c'est parti dans l'espace, il ne reviendra pas. Et utilisé aussi sur les membranes minces de photovoltaïque parce que le rendement initial ne serait pas bon, donc on vient doper le rendement avec ce gallium et cet indium. Donc là aussi, et puis le gallium, c'est la base de tout éclairage LED. Nitrure de gallium, c'est ce qui permet d'avoir une LED bleue, on rajoute un phosphore dessus, on a une LED blanche et on peut éclairer avec. Gallium et indium, donc c'est une bonne illustration, conflit d'usage entre je consomme moins, je crée de l'énergie renouvelable, de l'électricité renouvelable, et puis je permets d'avoir des équipements IT performants. Pour illustrer ça, je ne sais pas si vous avez en tête le tableau de Mendeleïev, on va le retrouver après. Tableau de Mendeleïev, il y a 92 éléments naturels. Dans un volume comme ça, vous allez retrouver les 2/3 des éléments naturels de l'univers. Donc vous avez les 2/3 des éléments dans votre poche, de tout ce qu'on connaît dans l'univers. Une fois qu'on a mélangé ça dans ce volume, comment est-ce qu'on fait pour le recycler? Donc là, je vous ai pris une planche de l'association Systext, qui est vraiment très bien faite, qui permet de voir que l'indium dont je vous parlais tout à l'heure, il est là, on va le retrouver
Dans la dalle tactile, sur la carte mère, on va tout retrouver. Hein. Là, il y a vraiment de tout, du gallium, du cuivre, de l'or, du nickel, etc. Le lithium, que tout le monde connaît, et le cobalt, on va le retrouver dans les batteries. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on connaît moins. Une fois qu'on a mélangé ça, comment est-ce qu'on recycle? Aujourd'hui, on ne recycle pas. On recycle très très peu. Donc, je vous parlais du gallium et de l'indium. Ils sont ici. Taux de recyclage effectif en Europe en 2019, ça, ce sont des chiffres officiels de l'Union européenne, 0%. On pourrait se dire que le lithium, ça va être un peu plus facile. Il est dans la batterie, on peut séparer la batterie. Alors, parfois, elle est soudée. Merci Apple, Samsung, mais parfois, elle ne l'est pas, heureusement. Lithium, taux effectif de recyclage en 2019, 0%. C'est 0,2 poussières. Il y a bien la SNAM, au fin fond de l'Aveyron, qui essaie de recycler du lithium. Il y a bien Umicore en Belgique qui recycle aussi des batteries lithium. Donc c'est 0, quelque chose, mais cette virgule est totalement négligeable par rapport à la consommation de lithium que nous avons aujourd'hui et qui va croissante. Le néodyme, je ne voulais pas présenter sur cette slide là, mais il est en dessous, c'est 1%. Donc uniquement sur ce constat, moi je sais conclure aujourd'hui que le numérique tel qu'on le connaît n'est pas durable. Et c'est la première phrase de la revue spéciale qui a été faite par Pour la Science. Donc je vous invite à acheter, je ne sais pas s'il est encore disponible en kiosque, le Pour la Science d'avril, qui commençait avec, qui était dédié au numérique responsable et qui commençait avec cette phrase: le numérique tel qu'on le connaît n'est pas durable. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de numérique dans 20 ans ou dans 30 ans. Je suis en train de dire que pour pouvoir devenir durable, il va falloir que le numérique prenne en compte sa matérialité et sorte de cette image d'immatérialité là qui a été largement véhiculée par le cloud et par le fait que bon, c'était très évanescent, c'est quelque part ailleurs, et je ne veux surtout pas savoir où. Alors, une fois que j'ai dit que ce n'est pas durable, la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, ce n'est pas durable, mais à quel horizon de temps je vais être confronté à cette matérialité? Cette planche-là, il m'a fallu plus de 4 ans pour la trouver. Et pourtant, j'ai discuté avec le Bureau de recherche géologique et minière en leur disant: écoutez, moi j'ai des planches qui me disent voilà, les demandes qu'il va y avoir sur les différents métaux par transfert de l'énergie très carbonée que nous avons aujourd'hui pour décarboner. Donc on sait qu'il va y avoir un appel sur les métaux. Mais je n'ai pas de courbe qui permette de croiser la demande avec la capacité de production. Et je voudrais voir des courbes de production. Et donc là, alors je ne dis pas que cette courbe-là est la Bible, je ne dis pas qu'elle est exacte, je dis juste que c'est ce que j'ai trouvé de meilleur aujourd'hui ou de moins mauvais. Et c'est sur un cas uniquement, c'est sur le cuivre. Or, il faudrait le faire sur tous les métaux critiques dont je vous ai parlé, et dont la liste est mise à jour, d'ailleurs, tous les ans par l'Union européenne. Et on voit que sur le cuivre, on prévoit un pic de production du cuivre quelque part à horizon 2030-2035. Alors la personne qui a rédigé cette étude a quand même été vigilante en disant: oui, mais il y a peut-être des réserves que je n'ai pas identifiées aujourd'hui et que je vais trouver par la suite, donc peut-être que ça va se décaler un petit peu, effectivement, peut-être 2035, mais c'est clairement demain. Et le cuivre, c'est commun à toutes les applications électriques. Ce n'est pas que pour l'IT. Donc on voit que la finitude du monde est en train de nous rattraper. Tout ça, c'était pour le constat. Maintenant, comment est-ce que je peux engager une démarche? Comment est-ce que je peux passer à l'action par rapport à ce constat? Déjà, le terme de sobriété, je suis désolé, il ne va pas être contournable, même dans le numérique. Alors, on peut l'appeler autrement. C'est vrai que sobriété, ce n'est pas forcément vendeur, le contraire de l'ébriété, dans un pays où on aime bien quand même picoler un peu. Bon. Alors, parlons de frugalité, ce sera peut-être plus vendeur. Mais illustrons que quand même, ce n'est pas forcément dramatique. Si j'ai un casque filaire plutôt qu'un casque Bluetooth, je ne suis pas sûr que ça soit la fin du monde. Personnellement, j'ai un casque filaire, il a plus de 4 ans, il ne passe pas le moindre signe de fatigue. Par contre, mes copains qui ont un casque Bluetooth Evolve de 75 de Cisco, le micro tombe en panne au bout de 2 ans et demi. C'est ballot, la garantie est de 2 ans. Alors, je ne sais pas si c'est de l'obsolescence programmée, je ne peux pas le prouver. Mais si ça n'en est pas, c'est que quand même il y a un problème chez les ingénieurs électroniques de Cisco. Donc, casque filaire, casque Bluetooth, clairement, un casque Bluetooth, ça veut dire 2 émetteurs, 2 récepteurs, une batterie, etc. Casque filaire, ça veut dire un fil. Enregistrement vidéo, dès qu'il y a une réunion, il y a un collègue qui n'est pas là, on va enregistrer la vidéo. D'accord. On la garde combien de temps, la vidéo là? On garde combien de temps l'enregistrement de la réunion? Moi, je ne suis pas certain que mes arrière-petits-enfants voudront faire de l'archéologie pour retrouver la réunion que j'ai faite il y a 2 ans. Pas certain du tout. Je ne suis pas sûr que ça soit un besoin vital pour eux. Donc, quand on fait un enregistrement vidéo, clairement, on définit une date. On dit dans 3 mois, c'est effacé automatiquement et terminé.
La vidéo, si c'est 1 heure de vidéo, ça aura certainement un poids tout à fait comparable à votre boîte mail. Moi, j'ai 30 000 mails sur ma boîte mail. Aujourd'hui, je suis absolument incapable de trier. Ou alors, ça me prend une semaine. Donc, voilà. Travailler sur la vidéo, ça va être quand même beaucoup, beaucoup plus efficace. Après, voilà, un SMS vaut mieux qu'un chat, vaut mieux qu'un mail, etc. Bon, tout ça, c'est quand même pas super précisément quantifié. Il y a des grosses incertitudes. Retenez quand même que l'ordre de grandeur du poids d'un mail, c'est quelques grammes de CO2 équivalent. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Après, on peut discuter, faire des analyses cycles de vie différentes, contradictoires. Voilà, c'est l'ordre. Entre le Wi-Fi et la DSL, alors ça, pareil, on trouve des chiffres un petit peu différents dans la dernière base mégaoctet, mais en 2018-2019, on estimait qu'une communication d'1 gigaoctet de données via de la 4G, ça impactait 20 fois plus que de passer par le réseau Wi-Fi ADSL. 20 fois plus. Donc, quand on a son smartphone, il vaut mieux se connecter en Wi-Fi qu'être connecté en 4G, en 3G, et ne comptez pas sur la 5G pour changer quoi que ce soit à ça. Au sein d'une organisation, alors j'ai essayé de faire des exemples qui soient aussi bien applicables à des petites entreprises ou des moyennes entreprises qu'à des grandes. Travailler sur le sujet de la formation est vraiment crucial. Les sciences environnementales sont de vraies sciences, qui n'ont rien à envier aux sciences dures, maths et physiques, et qui y recourent massivement. Une analyse cycle de vie dans le numérique, c'est particulièrement compliqué, et c'est des formations de plusieurs jours. Alors nous, j'ai réussi à monter des formations de ce type-là, et d'ailleurs l'offre de formation est assez faible. L'analyse cycle de vie, c'est la mesure d'impact, mais ce n'est pas parce que j'ai un thermomètre que je vais faire baisser la fièvre. Donc comment est-ce que je réduis l'impact? C'est l'éco-conception. Et là aussi, il existe des formations sur l'éco-conception, il y a des référentiels qui ont été publiés. J'insiste sur la formation parce que clairement, croire qu'on va s'attaquer au problème du réchauffement climatique, qui est le problème le plus systémique et le plus complexe auquel l'humanité a été confrontée, et encore je triche un petit peu parce que je ne parle pas des impacts pour la biodiversité qui sont derrière, qui sont encore pires, croire qu'on va résoudre le problème le plus complexe comme ça, avec un peu de règle de 3 et du bon sens, c'est croire qu'on va monter l'Everest, mais en short et en tongs. Donc l'Everest, on n'aura pas le choix. On va tous l'avoir devant nous, et le secteur numérique comme les autres entreprises. Pour monter l'Everest, j'encourage à être bien formé, à y aller en équipe et à avoir le bon équipement. Pour ceux qui voudront y aller en solo, en tongs et en short, bon courage, mais à mon avis, on va les retrouver dans le premier sérac. Et puis après, il y a des choses simples. Quand on est client final du numérique, on a toutes les possibilités de mettre ce qu'on veut dans les appels d'offres en termes de critères environnementaux. Les écolabels, est-ce que je demande les écolabels EPIT et TCO qui sont particulièrement pertinents, ou est-ce que je me contente de labels vagues Energy Star sur la consommation énergétique, 80+, qui vont traiter 15% du problème et qui ne prendront pas en compte la fabrication, qui ne prendront pas en compte la fin de vie. Est-ce que je demande si les prestataires qui travaillent dans ma chaîne de valeur ont été formés à l'éco-conception? Est-ce qu'ils ont été certifiés? Est-ce qu'ils ont été certifiés par des organismes indépendants, ou est-ce que c'est des certifications internes plus ou moins vagues et que je suis incapable de comparer? Est-ce que je mesure mon empreinte au travers de différents KPI? Et puis après, il y a des bonnes pratiques qui sont disponibles sur le site de l'INR et sur le site de la Direction interministérielle du numérique. Donc les deux d'ailleurs sont très cohérents, vu que la DINUM a récupéré le travail de l'INR et on travaille ensemble sur ces sujets-là. Il est possible aussi de s'auto-évaluer. Alors je parlais de l'Alliance Green IT, maintenant on a le WINR qui est au sein de l'Institut du numérique responsable, qui est possible. Donc à partir d'inventaire, on essaie d'évaluer l'impact de la direction informatique. La précision est discutable. On a des améliorations là-dessus en tout cas. Et puis c'est un sujet qui est stimulant. Donc les jeunes, moi j'ai aucun problème pour trouver des stagiaires qui en général sont des filles et sont des majors de promotion. Parce que le sujet est techniquement stimulant, il est clairement d'avenir et vraiment c'est quelque chose de très positif, ça a pleinement du sens. Et puis sur les déchets électroniques, j'en parlais, il y a un risque pour l'image de marque, mais il y a aussi des opportunités de basculer dans l'économie circulaire. Et des opportunités d'économie circulaire, il n'y en a quand même pas tant que ça dans ce secteur-là. Donc les déchets électroniques sont clairement une opportunité là-dessus, aussi bien sur les impacts environnementaux que sur les impacts sociétaux. Donc à Toulouse, par exemple, Airbus travaille avec une société qui s'appelle Envoi, qui a 200 salariés. 50 salariés sont en situation de réinsertion professionnelle suite à des accidents de la vie. 50 salariés sont en situation de handicap. Et puis il y a 100 salariés pour les encadrer.
Et ils prévoient encore d'augmenter leurs effectifs. Et vraiment, ils font un travail remarquable qui, au passage, préserve notre image de marque d'un scandale du type dont je vous parlais, quand on retrouve des déchets électroniques d'une marque, ce qui était le cas dans le documentaire de France 5, où ils retrouvaient des déchets électroniques d'une université de médecine de Hollande, du gouvernement américain et d'un fabricant aéronautique américain. Les écolabels, donc je vous en ai parlé, TCO, EPIT, il y a aussi le label allemand Blue Angel qui est très pertinent. Le label français NF, en fait, couvre très peu le numérique aujourd'hui. Donc il y a clairement des améliorations de ce côté-là aussi. Et puis dans les bonnes pratiques, la réduction des équipements. Est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir un double écran en plus de son laptop? Alors si on est data scientist, peut-être. Mais il y a quand même un effet de mode où ça fait joli d'avoir deux écrans. Ça montre qu'on est vraiment champion du digital, quoi. Bon, discutable. Téléphone fixe, ça a l'air de rien. Je ne sais pas si vous avez encore des téléphones fixes, ça devient rare, les téléphones IP. Le téléphone IP, quand je suis arrivé et que j'ai pris mes fonctions, je me suis dit quand même, je vais lui mettre un wattmètre là, sur la prise de courant pour voir ce que ça consomme. Et là, j'ai été surpris. 6 watts. Alors 6 watts, c'est beaucoup moins que mon PC ou l'écran, sauf que c'est permanent. Quand j'intègre ça sur toute l'année, ça consomme plus que le PC ou l'écran. Donc on retire les téléphones fixes, ça tombe bien, avec la crise Covid, on a montré qu'on pouvait parfaitement s'en passer. Augmenter la durée de vie des équipements, c'est ça la priorité. Et là, il y a tout un travail à faire pour dire ça peut durer 10 ans, sans problème. À titre personnel, mon PC, je l'ai acheté en 2009. Alors le passage Windows 10, je l'ai soigneusement évité, j'ai mis un Linux, tout va très bien. Et le PC, j'ai rien changé. Je n'ai pas changé la batterie, rien. Ça a 10 ans et ça tourne toujours. Aujourd'hui, on change les PC non pas parce qu'ils sont en panne. Et les smartphones, ce n'est pas parce qu'ils sont en panne. C'est parce qu'ils rament. Donc c'est de l'obsolescence. Donc il y a un vrai travail sur le fait de lutter contre l'obsolescence. 5 minutes. La virtualisation, bien sûr qu'il y a des opportunités. La virtualisation a permis de limiter les consommations énergétiques. Maintenant, la virtualisation, une fois qu'on a 65-80% de virtualisation, ce qui reste, ça va être compliqué d'aller chercher. Les derniers pourcentages, c'est ceux qui vont demander le plus d'efforts. Et en général, c'est qu'on a des applications qui sont très vieilles, qu'on veut garder longtemps, et que la migration va être compliquée et coûteuse. Donc voilà, la virtualisation, je pense qu'on est en train de passer les asymptotes et qu'on ne pourra pas aller bien plus loin. Prendre en compte les impacts indirects. Ce serait facile de dire, regardez comme j'ai réduit mes émissions de CO2 sur mon scope 1, scope 2, c'est-à-dire les émissions directes sur mon site et mes consommations électriques, si j'ai transféré tous mes data centers sur le cloud, en scope 3. Facile. Maintenant, désolé, si on communique une empreinte, on doit communiquer du scope 1, du scope 2 et du scope 3. Amont, dans ce cas-là, aval, dans l'informatique, c'est bon. Pour un client final, ça a moins de sens. Des enjeux de simplification, c'est certain, et des synergies avec la cybersécurité, sur la réduction de surface d'attaque en particulier. Alors, les synergies et divergences. Je ne vais pas vous leurrer que, bien sûr que la cybersécurité est un facteur d'obsolescence aujourd'hui. Mais c'est un facteur d'obsolescence sur lequel il existe des solutions. Je vais prendre un exemple. La gendarmerie est passée sous Linux il y a plus de 10 ans. Alors, je ne suis pas en train de dire que passer sous Linux ou sur de l'open source, c'est la solution à tous vos problèmes. Ce sera la solution si vous avez des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, effectivement, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué et il faudra peut-être rester dans des choses plus classiques. Mais clairement, il existe des synergies aussi avec le FinOps. Et Capgemini, par exemple, a fait un rapport là, sur les bénéfices du cloud, à condition aussi d'aller clairement regarder la consommation et challenger les besoins. Donc, chercher les synergies avec le FinOps. Et dans le numérique, on est plein d'effets rebonds. Qu'est-ce que c'est qu'un effet rebond? C'est, je fais de l'efficacité énergétique, donc oui, la 5G ramenée au mégaoctet de données va consommer 2 fois moins que la 4G. D'accord, très bien. C'est-à-dire le même volume de données. Et si on me vend que ça va avoir moins d'impact, on mesure les impacts et on vérifie que la réduction qui était prévue, elle est bien atteinte. Parce que quelque chose me dit que derrière le business model de la 5G, il y a surtout un effet rebond qui est de dire plus de data. Donc si je fais de l'efficacité énergétique, que je fais un facteur 2 sur l'efficacité énergétique, et que je fais un facteur 10 sur le plus de données, désolé, je consomme 5 fois plus. Autre exemple d'effet rebond, télétravail.
Oui, je pourrais définir que ma stratégie, je vais avoir moins de déplacements de mes salariés grâce au télétravail. D'accord. Si c'est le cas, on mesure les déplacements et on vérifie qu'on atteint cet objectif. Parce que le gros risque autour du télétravail, c'est de se dire, bah oui, je peux travailler. Jusqu'ici, j'habitais à 15 km de mon travail. En salarié moyen, je venais en voiture. Donc je faisais 30 km par jour, 150 km par semaine. Et puis, grâce au télétravail, je peux me dire quand même, je peux habiter dans un coin un peu plus sympa que Marseille ou Toulouse, et puis je vais aller me mettre un peu plus au vert, au pied des Pyrénées, ou un peu plus dans la campagne. Et puis, j'irai au travail une fois par semaine. Mais si je suis à 100 km du travail et que j'y vais encore en voiture, ça fait 200 km par semaine. Désolé. C'est pire qu'avant. Donc, les risques d'effet rebond sont prépondérants dans le numérique et on en voit partout. Et puis après, il y a des questions sur les data centers. Est-ce que le cloud est vraiment meilleur que le data center? Aujourd'hui, en fait, la transparence des cloud providers, des gros cloud providers, parmi les GAFAM, fait qu'il est absolument impossible de faire des analyses cycle de vie. On a essayé de le faire et les conclusions des revues critiques sont de dire vous avez fait des hypothèses tellement dimensionnantes que oui, vous avez des chiffres qui disent que ce ne serait pas pire, mais on est incapable de quantifier le degré d'incertitude sur vos chiffres. Et sur les data centers internes, alors ça c'est quand même plutôt pour les grandes entreprises, quand on me dit ouais j'ai un super PUE, ok, donc une super performance de mon data center, est-ce que vous avez la performance théorique pour vérifier que la performance mesurée elle est comparable à la performance théorique? Est-ce que vous êtes capable d'identifier s'il y a une dérive? Est-ce que la dérive est liée aux alimentations électriques, au refroidissement, à quels éléments du refroidissement? Est-ce que c'est les pompes? Est-ce que c'est les groupes froids qui ont été mal nettoyés, les échangeurs thermiques, etc. Donc voilà le type de courbe qu'on devrait avoir sur un data center si vraiment on fait le boulot honnêtement d'aller faire du PUE. Et puis après, on peut communiquer sur des PUE faramineux si on a mis son data center au cercle polaire. Bien sûr que le refroidissement, il ne va pas coûter très cher au cercle polaire. Et je vous inviterai aussi à regarder ce qui s'est passé l'été dernier en Hollande, où les autorités hollandaises sont tombées sur Google et sur Microsoft en leur disant vous avez consommé 4 fois la consommation d'eau que vous étiez engagé à consommer. Pourquoi? L'électricité était chère à ce moment-là. Ben, c'était facile de dire je vais prendre de l'eau et je vais refroidir avec de l'eau. Donc je prends de l'eau, je fais circuler, je renvoie de l'eau chaude, elle part vite à la mer, c'est ni vu ni connu. Non, ça s'est vu et ça aurait été tombé dessus. Donc les transferts d'impact sont très faciles. Je vous disais, transfert d'impact possible de la consommation électrique vers les impacts sur les minéraux, avec les terres rares, le néodyme, etc. Transfert d'impact sur l'eau, facile aussi. Donc tout ça implique qu'on ne peut pas prendre en compte que le critère carbone. Certes, il est prépondérant et c'est la priorité, mais il faut aussi quantifier les impacts sur les autres critères environnementaux, parce que sinon, on aura quelque chose qui n'est pas durable. Et puis, il y a aussi la dimension sociétale, et je m'arrêterai là, on pourra passer aux questions, à ne pas oublier, je l'ai peu développé aujourd'hui, mais gardons en tête que nos outils doivent être accessibles au plus grand nombre, y compris aux personnes de situation de handicap. Et nous sommes tous en puissance des personnes en situation de handicap. Si demain je me casse la gueule et que je me casse le bras, pour taper sur le clavier, ça sera certainement moins pratique, surtout si c'est le bras droit. Avec la souris et tout, je pense qu'avec le bras gauche, ça sera beaucoup plus compliqué. L'inclusion numérique est encore plus vaste, c'est-à-dire que si je commence à faire un site web avec une super vidéo en auto-launch qui me bouffe 90% de ma bande passante, voire qui sera totalement déchargé, impossible à charger, désolé, ce n'est pas de l'inclusion, et je suis en train de faire de l'exclusion tout à fait sciemment. Donc avoir un site web qui soit light, c'est aussi permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et puis différents degrés d'électronisme. Je vais prendre un exemple d'un copain qui est ingénieur en informatique et qui me disait mais moi aussi je suis victime d'électronisme. J'ai 55 ans, j'ai eu du mal à suivre les dernières techno, Java, Python, bof. Et ben, il y a des postes sur lesquels je ne postulerai pas aujourd'hui. Donc là c'est un petit peu extrême, mais on est tous victimes d'électronisme à différents degrés. Et je voulais mentionner aussi, il y a des opportunités d'économie circulaire, de formation, de transfert de formation, etc. sur ces sujets-là, pour embarquer le plus grand nombre et se retrouver sur la définition de sustainability, qui sera ma conclusion et qui rejoint le début de la présentation, qui est la croisée des chemins entre people, planète et prosperity. Et prospérité, ça n'est pas forcément la définition initiale qui était donnée par l'ONU, qui était profit. Donc je vous invite juste à réfléchir à la différence entre prospérité et profit.
Un monde où tout le monde mange, on peut considérer qu'il est prospère, et tout le monde peut répondre à ses besoins fondamentaux. Un monde où quelques-uns arrivent à satisfaire toutes leurs envies, y compris les plus farfelues d'aller sur Mars, et où la moitié du monde n'accède pas à Internet aujourd'hui. Est-ce qu'il est réellement prospère? Juste un mot sur l'Institut du numérique responsable, pour dire que c'est un groupement à la base d'entreprises qui étaient des clients finaux du numérique et qui s'est étendu. Donc c'est ouvert aux entreprises du secteur numérique, toutes les entreprises qui travaillent dans le numérique aujourd'hui. Il y a 3 antennes, une en Belgique, une en Suisse, une en France, et on essaie de donner une dimension plus internationale à ça. Il y a des modules de formation qui sont disponibles gratuitement sur le site EasyIT Academy, en français et en anglais. Il y a un guide d'éco-conception qui a aussi été promu, qui est complémentaire de celui de la DINUM, qui s'appelle le RGESN, référentiel général d'éco-conception des services numériques. Et voilà, donc des grandes contributions sur ces sujets-là. Je m'arrête là pour pouvoir passer aux questions dans le quart d'heure qui suit. Merci. Dans la présentation, comme en fait dans pas mal de supports, on parle pas mal de l'impact environnemental, on a des études, on a des chiffres, etc. Sur l'aspect social, qu'est-ce qu'on a comme matière première entre les brutes, exploitables, présentables, sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler? Alors sur l'aspect sociétal, déjà c'est un peu plus difficilement quantifiable. On n'a pas les unités physiques comme les gradins anti-moine sur les ressources halieutiques, le CO2 équivalent. Donc, après, il y a 2 référentiels, le RG2A, qui est le référentiel général d'accessibilité, qui permet de quantifier les bonnes pratiques. Donc souvent, on a des indicateurs qui sont des indicateurs de maturité. Alors là, je vais m'attendre 2 secondes pour faire la différence entre maturité et performance. Si mon PC respecte l'écolabel TCO, par exemple, soit je vais demander, soit je ne vais pas demander. Je vais demander dans mon cahier des charges, il le respecte. Très bien, je suis performant. Et je suis mature parce que j'ai demandé. Mais je peux très bien le respecter sans l'avoir demandé. Donc là, je suis performant, mais je ne suis pas mature. Ça s'appelle un coup-bol. Je peux aussi l'avoir demandé et ne pas l'avoir satisfait. Je suis mature, mais il se trouve que pour des raisons techniques, des choix technico-financiers, je ne l'ai pas fait. Sur le RG2A, on va avoir des indicateurs qui sont uniquement de maturité. Et ce sera difficile après d'aller quantifier un impact sociétal. Et puis l'impact sociétal ne serait pas que sur l'accessibilité. Vous avez vu que l'impact environnemental est aussi en amont du cycle de vie. Donc là, il y a des initiatives, Responsible Mining Institute, les acteurs financiers, enfin, les acteurs économiques du milieu de l'IT, on va essayer de faire un petit peu. Je vous invite quand même à regarder l'avis critique d'Aurore Stéphane sur ces impacts-là, en disant on va investir millions, mais dans les faits, difficile à quantifier. Et puis, alors des choses totalement contre-intuitives. Je vais prendre un exemple, celui-ci, je n'avais pas du tout vu venir et il est très révélateur. Dans nos cahiers des charges, on peut mettre, attention, on veut que les respects des droits de l'homme soient, quand vous livrez un PC, on ne veut pas qu'il ait été fabriqué ou que la matière première pour le fabriquer est alimentée du trafic comme on a vu. Donc on ne veut pas qu'il y ait d'enfants dans les mines, par exemple. Donc on met une super ligne dans le cahier des charges, on dit pas de travail des enfants dans notre chaîne de valeur. Conséquent, ça a trouvé la planète. Et là, c'était une autre personne qui travaillait sur le Sustainable IT qui est allée sur place et qui m'a dit écoute, on va regarder les conséquences sur le terrain de ça. Donc elle y allée, ce qui est au passage est assez courageux, parce qu'elle est en RDC, travailler sur les mines. C'est un peu plus compliqué pour les journalistes que d'aller visiter un data center au centre polaire. C'est un petit peu plus dangereux aussi. Et donc elle disait, voilà, moi j'ai vu les gamins se présenter pour aller travailler et se faire tabasser par les gardes de sécurité, parce que d'une part il y a les Européens qui étaient là, c'était pas le moment, et puis d'autre part il applique réellement. Le problème c'est que l'école là-bas est payante. Donc les gamins, ils ont plus d'entrée d'argent, ils sont déscolarisés. Donc attention, quand on met ces exigences-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut marquer dans les exigences qu'il faut que les gamins travaillent, bien sûr que non. Par contre, quand on met des exigences comme ça, il faut aller jusqu'au bout et dire on travaille avec les ONG locales pour s'assurer que les gamins seront scolarisés. Et donc, on va jusqu'au bout. Et ça commence, on commence à avoir des acteurs qui font ce chemin-là.
Donc voilà, la mesure d'impact sociétal, pas que pour nos utilisateurs, mais aussi tout le cycle de vie, depuis l'extraction jusqu'à la fin de vie. Et vous l'avez vu, le recyclage dans l'échange du GADA, c'est pas profitable. Aujourd'hui, pourquoi c'est pas recyclé les métaux? Parce que c'est pas rentable. C'est moins cher d'aller extraire de la matière première sans respecter les contraintes environnementales et sociétales. Et c'est moins cher de recycler au GADA sans respecter la moindre contrainte environnementale et sociétale. Alors que si on le fait en Normandie avec une entreprise comme Recycling par exemple, bah oui, il y a un surcoût. Alors, ça commence à devenir rentable parce que la matière première est rentable. Mais si on veut vraiment aller jusqu'au bout, attention à la mesure. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça tombe bien, je vais dire sur votre dernière réponse. Parler de recyclage pour les métaux, les matières qui sont notamment dans les batteries, mais en réalité, est-ce que pour vous, c'est pas inéludible? Pour le coup, j'ai travaillé 3 ans chez Unicor dans la recherche, justement sur cette partie-là, et en fait, le mix des matériaux est tel qu'on peut récupérer quelques matériaux justement réunis, le lithium, c'est pas liquide, mais le reste, c'est un bordel. Et est-ce que quand du coup vous parlez d'économie circulaire, est-ce que ça vous paraît réalisable en fait, à un certain terme, au-delà de ça, le fait effectivement c'est beaucoup de choses comme c'est recyclé, qu'on ne fait pas, parce que le coût n'est pas productif, rentable. Alors, pour répondre à votre question, déjà, il y a un ouvrage que je recommanderais fortement, c'est le livre « Quel futur pour les métaux ». C'est un livre assez confidentiel, qui est disponible sur Internet, vous ne pourrez pas le commander dans la librairie du coin, malheureusement. Et il n'y a pas de nouvelles éditions prévues. C'est Philippe Douix qui l'a coécrit, qui permet effectivement de se dire, de toute façon, mon taux de recyclage, à partir du moment où je ne recycle pas à 100%, tôt ou tard, je puise la ressource. Je suis désolé, quand on se projette à long terme, il y a un problème, c'est certain. La question, c'est juste de dire de combien de temps je vais pouvoir prolonger. Si je ne recycle pas, je vais épuiser rapidement, vous avez vu comment ma production va correspondre à ce que je vais pouvoir accumuler, c'est tout. Et après, il y aura la circularité, il y aura le recyclage qui vont devenir rentables et qui vont prolonger l'échéance. C'est juste ça, c'est à l'horizon de ce siècle, de 3 siècles. Mais oui, à long terme, la messe est dite, c'est clair. Donc si on est un peu rationnel, un peu scientifique, on sait très bien que dans un moment où j'ai toujours un petit peu de perte de matière quand je recycle, tôt ou tard ça s'épuise. C'est inévitable. Mais la question c'est quand. Donc, comment je me projette, comment je m'adapte à ça. Aujourd'hui, Recycling nous a fait la liste des métaux qui sont capables de recycler. Donc gallium et l'indium, non, désolé, là, je suis très déçu, mais il n'y a rien. Je connais personne qui le recycle aujourd'hui. Le lithium, oui, même eux, ils nous disaient, non, nous, on ne le recycle pas. On va l'envoyer ailleurs. Et Umicore, par exemple, il y a peu d'entreprises qui sont capables de le faire, mais il y en a qui sont capables. C'est dangereux, le lithium. Le lithium et l'eau, ça fait de l'hydroxyde de lithium, c'est un explosif. C'est hautement inflammable. Donc, c'est pas comme une batterie au plomb, quoi, clairement pas. La société Recycling nous dit, mais nous, on est rentable maintenant. Autant avant, on ne l'était pas, mais comme on recycle de l'or, on recycle de l'argent, on recycle des métaux qui sont plutôt des métaux précieux, aujourd'hui, notre principale difficulté, c'est de récupérer la matière. Et en fait, comment ils récupèrent la matière? Ils vont la chercher en Afrique, ils la font revenir. Donc elle est partie de chez nous, et ils cherchent à la faire revenir. C'est quand même absurde. On est quand même dans un truc. Donc, on a plein d'axes d'amélioration qui me laissent penser que oui, il y a de la place pour l'économie circulaire et pour un recyclage. Et puis après, il faut le mesurer. C'est-à-dire que quand je rends 1 kg de PC, combien je récupère de matière? Et cette société nous dit, nous, on sait répondre à ça. Mais quand on pose la question à d'autres sociétés qui collectent, eux ne savent pas répondre aujourd'hui. Donc on leur dit, écoutez, nous, on va vous accompagner pour aller prendre en compte toute la chaîne de valeur et aller jusqu'au bout de la démarche. Mais c'est ça, la vraie question sur les déchets électroniques, si on veut s'engager dans quelque chose qui prolonge la durée de vie du numérique, c'est d'aller faire modifier le tableau de Mendeleïev et dire, là où j'ai 10 €, je me fixe des objectifs à 5, 10%. Ça commence à arriver avec l'Europe. Mais là, on attend aussi un effet de rebond. Ce que vous parliez tout à l'heure aussi, c'est que généralement, ces métaux, indium, sont super chers. Si ils sont chers, si on les voit, ils sont moins chers, et on demande qu'on achète. Exactement. Après, de toute façon, ce problème, c'est qu'on en a très peu. C'est-à-dire que j'en ai là-dedans, mais j'en ai très peu. Donc ça fait beaucoup de process pour aller récupérer peu aussi.
Bon, l'effet de rebond, là, il faudrait le regarder exactement. Je ne suis pas certain que l'économie circulaire va créer un effet de rebond parce que ça a plutôt tendance à monter les prix. L'effet de rebond, il est surtout sur les prix. Bon, sinon, je serai là toute la journée. On arrivera à se croiser pour les questions plus personnelles.